avons le plaisir d'être aujourd'hui avec Perrine Tarnot, directrice de l'information à Public Sénat, et Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Et merci d'être sur le plateau du 64. Alors on va s'intéresser d'abord à ce qu'il se passe au sommet de l'État, une semaine après le second tour des législatives. Et alors que le camp présidentiel n'est arrivé qu'en deuxième position, eh bien la France n'a toujours pas de nouveau gouvernement. Pourquoi ? Tout simplement parce que le président de la République, et il l'a exprimé dans une lettre qu'il a adressée aux Français en milieu de semaine, attend qu'une coalition puisse émerger au sein de nouvelles majorités de l'Assemblée nationale, telle qu'elle est sortie des urnes dimanche dernier. Donc le président de la République attend de voir si le nouveau Front populaire arrive à se mettre d'accord sur un nom et à le proposer en tant que Premier ministre, ou alors si une coalition arrive à se dégager au centre, centre-gauche, centre-droit, voilà. Mais pour l'instant, il est dans l'expectative. Il joue évidemment la montre. Ça lui est plutôt favorable. Ça, c'est une certitude. L'autre certitude, c'est que cette Assemblée nationale, telle qu'elle a été élue le week-end dernier, eh bien, elle a été élue pour un an. Donc, il n'y aura pas de dissolution avant le 9 juin 2025. Et donc, pendant un an, il faudra faire avec ces trois blocs au sein de l'Assemblée nationale, quel que soit le gouvernement, quel que soit même le président de la République, même si le président change, même si les gouvernements changent, cet équilibre au sein de l'Assemblée nationale ne changera pas. Gabriel Attal, le Premier ministre, a présenté sa démission. Emmanuel Macron, alors démission qui n'est pas encore validée, si je puis dire. Pour l'instant, il continue d'expédier les affaires courantes du pays. Est-ce qu'on a des informations sur l'état des relations entre Gabriel Attal et Emmanuel Macron ? Est-ce que Gabriel Attal cherche aujourd'hui à prendre un petit peu ses distances avec le chef de l'État ? Il s'est clairement émancipé du président de la République au soir déjà du second tour, lorsqu'il a déclaré que cette dissolution, il l'avait subie. Façon de dire pour lui qu'il n'en partageait pas, bien évidemment, l'idée et le contenu. La réalité, c'est qu'on voit bien que le camp présidentiel, qui n'est plus majoritaire, en l'occurrence, se voit aujourd'hui traversé d'un certain nombre de questions, voire parfois de divisions, parce que, en effet, cette décision du président de la République, elle a été mal comprise, notamment par les troupes parlementaires. Je rappelle qu'il y a plus de 90 députés de la majorité, de l'ancienne majorité, qui ont perdu leur siège. Donc on se retrouve, si vous voulez, dans une situation que l'on connaît par ailleurs, c'est-à-dire que chaque fois qu'un camp politique est battu, inévitablement des questions se posent. Mais là, il est battu dans de telles circonstances, dans un contexte tellement exceptionnel que les questions se posent encore plus, évidemment, quant à ce qu'a voulu faire le président de la République. Ce qu'avait voulu faire le président de la République, c'était son objectif: clarifier la scène politique, clarifier l'Assemblée nationale, clarifier la situation politique. Au résultat, le moins qu'on puisse dire, c'est que la situation est encore moins claire qu'elle ne l'était après la législature de 2022. C'est vrai que la grosse question qui se pose aujourd'hui pour ce camp présidentiel, c'est finalement comment se positionner dans cette Assemblée qui est privée de majorité absolue, et surtout à qui tendre la main pour essayer de gouverner avec cette nouvelle donne politique. Quels sont les scénarios qui s'offrent, pour l'instant, au camp présidentiel? C'est vrai que la majorité présidentielle, elle est doublement handicapée parce qu'elle est doublement reniée sur son flanc gauche et sur son flanc droit, en fait. Flanc gauche, elle est reniée des deux côtés par les extrêmes, par LFI et par le RN, avec d'une part des socialistes qui n'ont pas envie pour l'instant de gouverner avec la majorité présidentielle parce qu'ils ont peur de perdre de futurs accords électoraux avec l'extrême gauche, avec DLR qui refuse aussi pour l'instant de participer à un gouvernement avec la majorité présidentielle, et notamment si des socialistes y sont aussi. Bref, cette majorité présidentielle, elle est prise un peu en étau. Donc pour l'instant, elle est paralysée. J'ajouterais même que jusqu'à maintenant, Emmanuel Macron lui-même n'a jamais vraiment tendu la main ni aux sociodémocrates du centre-gauche, ni aux républicains pour participer depuis 2 ans. Ça fait déjà 2 ans que Macron a une majorité relative à l'Assemblée nationale, et il n'a jamais tendu la main jusqu'à maintenant pour essayer d'élargir sa majorité. Non, mais là, il y a quand même plusieurs figures chez Renaissance et Horizon qui plaident justement pour un rapprochement avec LR. Vous pensez que ça peut se négocier ? C'est très difficile, si vous voulez, par exemple, pour les socialistes qui ont été élus dans le cadre de ce nouveau Front populaire, de dire aujourd'hui, à l'heure où l'on parle, écoutez, on va négocier avec Renaissance pour essayer de bâtir une coalition, parce qu'ils considèrent à juste titre que c'est pas le mandat qu'ils ont reçu des électeurs. Donc, si vous voulez, actuellement, c'est vraisemblablement c'est très prématuré. Ensuite, la question est de savoir du côté de LR. LR a répondu
par la voix du nouveau président nouveau président du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, Laurent Wauquiez, que pour l'instant, il n'était pas prêt, en tout cas, à rentrer dans une coalition. Il y a quelques voix chez LR en début de semaine qui ont manifesté éventuellement leur intention d'arriver à un accord. Le problème, c'est que, en fait, vous avez deux hypothèses possibles dans le cas d'une coalition. Soit vous faites une coalition, en effet, qui réunit les sociaux-démocrates et les LR. C'est pas évident politiquement, quand même. L'équation politique est difficile. Arithmétiquement, ça serait profitable, mais politiquement, c'est difficile. Soit vous faites, et c'était un peu la petite musique du début de semaine, notamment avec les prises de parole de M. Philippe ou de M. Bertrand, une coalition avec la droite. Mais le problème, c'est que là, politiquement, c'est peut-être faisable, mais arithmétiquement, il n'y a pas le compte. Donc, on se trouve, en effet, pour l'instant, dans une impasse et dans une situation qui est très complexe. Une question pratique pour vous, Perrine. Hier, Gabriel Attal a été élu officiellement président du groupe Renaissance à l'Assemblée. Est-ce qu'il peut être à la fois Premier ministre et patron des députés macronistes à l'Assemblée? Alors, normalement, sa démission devrait être acceptée. On parle en début de semaine, on parle de mardi, exactement. Donc, de facto, en fait, il y aurait un gouvernement qui sera encore en place, mais seulement pour gérer ce qu'on appelle les affaires courantes. Et donc, Gabriel Attal peut rejoindre les bancs de l'Assemblée nationale et présider son groupe. Et ça va permettre également à tous les ministres qui ont été élus députés dimanche dernier de siéger également à l'Assemblée nationale. Et donc de gérer les affaires courantes, ça va permettre d'assurer par exemple la sécurité des Jeux Olympiques. Voilà, ça va permettre de passer l'été parce qu'à mon avis, on n'aura pas de gouvernement avant le mois de septembre. On n'aura pas de gouvernement avant le mois de septembre. Alors il y a quand même une date qu'il faut surveiller, c'est évidemment le 18 juillet, jeudi, puisque c'est ce jour-là qu'a lieu l'élection du président ou de la présidente de l'Assemblée nationale. Concrètement, Arnaud Benedetti, comment va se passer ce vote ? C'est tout l'enjeu, parce que si vous voulez, on est dans une Assemblée nationale qui est, j'allais dire, tellement hétéroclite, et tellement nouvelle que toutes les combinaisons sont possibles. À ce stade, on a compris que la présidente sortante, Madame Braun-Pivet, était candidate à sa succession. D'ailleurs, elle est soupçonnée d'avoir un petit peu discuté avec le Rassemblement national. Il y a quelques boules puantes qui sortent pour dire qu'elle a fait un accord avec le RN. Oui, c'est un scrutin intéressant. Et d'ailleurs, ce qui explique la position d'attente du président de la République, qui a toujours dit qu'il attendait la façon dont l'Assemblée nationale allait se composer dans ses organes de gouvernance pour commencer finalement à essayer d'esquisser des pistes. Là, pour l'instant, on est véritablement, j'allais dire, dans une boîte noire. Le scrutin est extrêmement incertain. On ne sait pas à ce stade ce que le nouveau Front populaire, qui le nouveau Front populaire va présenter. On ne sait pas, du côté du Rassemblement national, je pense que ce sera plutôt M. Chenu qui semblerait tenir la corde. Mais ce scrutin, en tout cas, nous dira quelque chose déjà sur la façon dont tout cela peut se recomposer. Mais vous savez, c'est pas parce que ça se recompose à l'Assemblée nationale qu'il faudra en tirer des conséquences hâtives et immédiates sur la recomposition qui pourrait impacter un éventuel nouveau gouvernement. Il y a la présidence de l'Assemblée nationale, il y a la composition du bureau, il y a des enjeux notamment sur la présence des parlementaires Rassemblement national dans le bureau au niveau des vice-présidences. Il y a les commissions parlementaires également. Il y aura par exemple notamment la commission des finances dont il faudra là aussi scruter tout ce qui va se passer autour, parce qu'on sait que la commission des finances, c'est un usage républicain, revient notamment, c'était Nicolas Sarkozy qui avait pris cette initiative, à un parlementaire de l'opposition. Sauf qu'aujourd'hui, on ne sait pas où est l'opposition et on ne sait pas qui est dans la majorité. Donc vous voyez bien que la situation... Ça va peut-être se clarifier, ça finira forcément par se clarifier à un moment. En attendant, il y a quand même une petite colère qui monte à gauche. Jean-Luc Mélenchon accuse Emmanuel Macron, et d'ailleurs il n'est pas le seul, de refuser de reconnaître les résultats des législatives. Est-ce qu'Emmanuel Macron est obligé de nommer un Premier ministre issu du nouveau Front populaire qui est sorti majoritaire de ce scrutin? Pas forcément, non. Pas forcément. Je veux dire, c'est la force politique qui est effectivement le plus en tête dans la nouvelle composition de l'Assemblée nationale, mais pas de très très loin devant, en tout cas très loin de la majorité absolue. J'ai plutôt moins l'impression que pour l'instant, LFI et Jean-Luc Mélenchon font tout pour qu'un accord ne se trouve pas au sein du nouveau Front populaire, pour essayer de proposer un nom pour aller à Matignon. C'est plutôt moi ce que je ressens aujourd'hui, que c'est pas dans le calendrier, c'est pas dans la stratégie de Jean-Luc Mélenchon qui lui parie un petit peu plus sur le pourrissement de la situation. Finalement, il est plus dans son calendrier présidentiel. C'est d'ailleurs tout le problème de la situation aujourd'hui, c'est qu'on est
plus tellement dans un régime parlementaire, mais dans un régime présidentiel du fait du quinquennat, et que dans chaque parti politique, il y a un ou voire même des candidats qui font la course pour 2027. Et on peut citer Marine Le Pen, Laurent Wauquiez, Gabriel Attal, Darmanin, Mélenchon, etc. Et donc tous, ils sont tous les yeux rivés en fait sur 2027 et absolument pas sur là ce qui va se passer cet automne 2024. Et donc ça pourrit toute la situation et l'absence en fait de consensus, puisque tout compromis serait forcément une compromission. Cette absence de consensus au sein du nouveau Front populaire, est-ce qu'elle n'était pas un petit peu courue d'avance ? Ben oui, si vous voulez, quand vous faites la comparaison avec un autre exemple historique, 97, c'est très intéressant, 97, quand la gauche part autour de ce que l'on a appelé la gauche plurielle à l'époque, on sait très bien durant la campagne que si elle gagne, ce sera Lionel Jospin qui sera Premier ministre. Là, la question, si vous voulez, du leadership n'a jamais été réglée. Et d'ailleurs, elle a posé problème durant la campagne, avec plusieurs controverses et plusieurs polémiques. Donc ça, c'est une difficulté. Le problème du nouveau Front populaire, c'est que non seulement il n'est pas majoritaire, de fait, parce que 192 sièges, on est très loin d'une majorité, ça va être très compliqué. Mais en plus, on voit bien qu'il y a des divisions. Donc le président de la République, en l'occurrence, eh bien, il prend acte de cet état de fait et il dit qu'il est urgent d'attendre, de voir comment ça va se passer. Il joue, comme et s'il n'y a pas d'autre solution. Je rajouterai un point important, c'est-à-dire que c'est vrai que sur le modèle d'autres régimes parlementaires, on pourrait comprendre en effet que ce soit la force qui soit la plus nombreuse en sièges, qui soit appelée pour essayer de constituer un gouvernement. La différence, c'est que dans les régimes parlementaires dont on parle, c'est des élections à un tour. Des élections à un tour où vous votez, les électeurs votent sur un projet tout de suite. Là, en l'occurrence, on a eu le second tour qui a rebattu les cartes. Et le second tour, vous comprenez bien que vous avez des électeurs Renaissance qui ont certes peut-être voté pour des électeurs du nouveau Front populaire, mais pour faire barrage au Rassemblement national, mais pas forcément pour adhérer au pouvoir au projet du nouveau Front populaire, et vice-versa pour ce qui concerne les électeurs de gauche quand ils ont voté pour les candidats de Renaissance. Ça, c'est effectivement un point très important, parce qu'en fait, ces législatives, c'était un double vote rejet. C'était au premier tour un vote rejet très fort contre Emmanuel Macron, et au deuxième tour, un vote rejet assez fort aussi, un front républicain contre le Rassemblement national. Et donc, deux votes rejet, ça ne fait pas un projet de gouvernement. Et alors justement, mercredi, le Rassemblement national a fait son entrée à l'Assemblée et les nouveaux députés, ou ceux qui reviennent, ont promis d'être irréprochables. Qu'est-ce qui se joue là pour le Rassemblement national ? C'est vrai que dans tout ce marasme politique cette semaine, il y avait une photo de famille qui semblait bien alignée. On la voit derrière moi. Voilà. C'était la photo de famille du groupe du Rassemblement national, donc un groupe qui a considérablement grossi, qui a presque doublé depuis les dernières législatives de 2022, avec une chef de file identifiée, Marine Le Pen, qui en a pris la présidence dès le début de cette semaine. Et malgré le fait que le Rassemblement national, qui espérait peut-être gagner ces législatives, les ait perdues, donc je l'ai dit, ils ont doublé leur groupe, ils apparaissent comme une famille unie qui ne se déchire pas, avec un projet, là aussi, qui semble assez défini, contrairement à toutes les autres familles politiques en France. Et donc c'est vrai que cette photo de famille du groupe Rassemblement national cette semaine à l'Assemblée nationale faisait très propre, très identifié par rapport à tous les autres groupes politiques de l'Assemblée. Et ça peut suffire à faire oublier toutes les polémiques auxquelles on a assisté pendant cette campagne pour les législatives, notamment ces candidats qui étaient accusés de propos racistes, misogynes. Peut-être pas immédiatement, mais le véritable enjeu pour le Rassemblement national, c'est en effet d'essayer de profiter d'une situation d'instabilité, en l'occurrence, qu'on lui offre d'une certaine manière, en tout cas à l'heure où l'on parle, sur un plateau. Et surtout de profiter de cette situation et de ce temps d'attente, cette latence, pour essayer justement de continuer sa stratégie de normalisation et surtout de professionnalisation. Parce qu'il y a aussi cet aspect-là, on a beaucoup glosé en effet sur les profils de ces candidats avec des propos qui étaient des propos racistes ou parfois, je veux dire, un manque de maîtrise des dossiers. Mais il y a toute cette question aujourd'hui, parce qu'un parti qui veut conquérir le pouvoir, et le Rassemblement national veut conquérir le pouvoir, très clairement, en l'occurrence, doit se professionnaliser. Et là, cet aspect-là, on a vu que durant la campagne, il y avait encore des trous dans la raquette. Mais aujourd'hui, quelque part, malgré la défaite
ou en tout cas la déconvenue électorale qui est la leur par rapport à ce qu'on attendait des sondages, d'une certaine façon, ils sont dans une situation qui est assez favorable, encore une fois, pour justement continuer à travailler cette professionnalisation et se préparer éventuellement à conquérir le pouvoir plus tard. Et ce qui est certain, c'est qu'effectivement, ils gagnent du terrain au sein de nos institutions. Il y a une image qui a beaucoup fait réagir et sur laquelle je voudrais revenir avec vous. C'est, vous vous en doutez peut-être, la baignade dans la Seine hier d'Amélie Oudéa-Castéra, la glissade. Bon, ça, elle n'a pas fait exprès. Voilà, la ministre des Sports qui donc s'est baignée dans la Seine à moins de 2 semaines des Jeux Olympiques et Paralympiques. On est évidemment, on imagine, en plein dans la communication politique. Elle a eu ces mots fabuleux, merveilleux. Je pense que la plupart des Parisiens... Elle a eu du mal à revenir. Voilà, diraient qu'ils n'ont pas du tout envie de sauter dans cette eau. Est-ce qu'elle n'en a pas fait un petit peu trop? Oh bon, la communication politique, voilà, c'était un pari de se baigner dans la Seine. On aura Anne Hidalgo, je crois qu'elle a prévu de se baigner ce mercredi ou ce jeudi, là, cette semaine. Et voilà, effectivement, on attend l'autre séquence communication politique dans la Seine. Bon, voilà, après, j'ai envie de dire, on va plonger, pour faire un mauvais jeu de mots, dans les Jeux Olympiques, et peut-être tant mieux, ça va permettre aussi de passer à d'autres séquences peut-être un peu plus festives, où la France sera un peu plus mise à l'honneur, voilà, dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Mais c'est vrai que cette séquence, elle a quand même fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on sait comment ça s'est passé en coulisses? Est-ce que c'est une initiative de la ministre elle-même ou est-ce qu'on lui a demandé de... Mais franchement, je n'en ai strictement aucune idée. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a grillé la politesse à Madame Hidalgo, d'une certaine façon. Oui, mais elle l'a mal grillée parce qu'elle a élarisé de tous les réseaux sociaux. Oui, alors comme voilà, elle a glissé, et deux, elle n'arrivait pas à revenir. On peut se poser, voilà, c'est ça, on peut se poser la question de l'impact de ce type d'image. En même temps, c'est une ministre démissionnaire, donc vous savez, je veux dire, c'est quelque part... c'est presque périphérique hein, dans l'agenda politique, l'agenda politique un peu difficile de la France. Qu'Anne Hidalgo fera, en tout cas, attention à ne pas glisser. Elle va prévoir des chaussures peut-être antidérapantes. Une dernière question pour vous. Si à la dernière minute, pour des raisons de météo ou de courant dans la Seine, les épreuves des Jeux Olympiques sont annulées, justement les épreuves de natation dans la Seine ou déplacées à un autre endroit, ça peut avoir des conséquences politiques? Oh non, je pense pas. Là, pour le coup, c'est des aléas naturels, j'ai envie de dire. Puis c'est pas les épreuves de natation, hein, c'est le triathlon qui vient nager dans la Seine. Et donc il y a un plan B qui a été prévu dans un des bassins. Donc là, pour le coup, je pense que toutes les parades sont prévues s'il y a un problème qui est vraiment lié pour le coup là à des intempéries naturelles. Et un dernier mot pour vous, Arnaud Benedetti, la situation politique actuelle en France, est-ce qu'elle peut avoir un impact sur la perception de ces Jeux Olympiques par tous les touristes étrangers qui viendront à Paris, puis tous ceux qui suivront ces Jeux à travers le monde? Ça va dépendre quelque part de la façon dont la société française se comporte et la façon dont ces élections impactent. Évidemment, s'il y a des manifestations de rue, s'il y a des mobilisations, si par exemple les cheminots de la CGT mettent à exécution leurs menaces de grève, là ça aura un impact. Mais je crois que le véritable enjeu aujourd'hui, c'est plutôt pour les pouvoirs publics d'essayer que sur le plan logistique, sur le plan de la sécurité, le plan de l'organisation générale des Jeux Olympiques, tout cela se passe bien. Ça, c'est le véritable objectif. Et c'est vrai que la sécurité est un des gros enjeux. Et ce qui se passe aux États-Unis peut peut-être inquiéter. Alors même si c'est très différent, on a bien vu que sur les Champs-Élysées, par exemple, aujourd'hui, les spectateurs qui étaient prévus pour la première fois pour un défilé du 14 juillet étaient des spectateurs qui avaient dû s'inscrire, en fait, qui étaient identifiés et dont l'identité avait été contrôlée. Et puis, effectivement, il suffit de se promener dans les rues de Paris pour voir que les renforts policiers sont très nombreux. Il y a des systèmes de surveillance par drone, etc. Donc, je pense que, effectivement, ce qui s'est passé aux États-Unis va renforcer forcément la sécurité sur les JO, mais qui est déjà très bien, à mon avis, installé. Très bien calibré et prévu depuis des mois. Merci beaucoup à tous les deux, Perrine Arnaud et Arnaud Benedetti. À bientôt sur le plateau du 64.